on relit, on regarde ce graphique-là. Okay. Donc on est à 20 degrés, le maximum qu'on peut avoir c'est ça, et l'air arrive chargé d'humidité ici. Eh bien, quand on va arriver à cette température-là, c'est-à-dire 12 degrés en dessous, c'est-à-dire 1200 mètres au-dessus, formation de nuages, formation de brouillard. D'accord. Voilà toute l'affaire de comment se passe la formation du brouillard et des nuages pour une même quantité d'eau. On n'a pas perdu d'eau. Toujours la même. C'est quoi quelle grandeur permet de savoir la quantité d'eau dans l'air? C'est la pression partielle. Pour une même pression partielle, ici, là et là, et bien ici, ce sera un air il pas sec, mais il est non saturé en eau, une certaine valeur de saturation en eau, et puis si ça monte au-dessus, ben, c'est plus... Comment ça s'appelle quand vous arrivez dans une zone où l'humidité peut se transformer en glace? C'est une zone givrante. Ce que je dis là, c'est quand on est ce qu'on appelle un équilibre. Mais il arrive que l'air humide pourrait donner de la glace et puis il ne le donne pas. Il faut quelque chose. Le passage d'un avion dans une zone givrante, l'avion se courbe de givre, il prend une tonne toutes les minutes, et s'il n'a pas mis ses dégivreurs en marche, eh ben, il perd d'altitude rapidement jusqu'à ce qu'il puisse perdre son givre ou s'écrase. Donc d'où l'importance pour les avions de connaître précisément les zones givrantes, les zones, etc. Donc ici j'en étais à ce point-là. Donc ce schéma, il montre quoi? Il montre exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire les flèches d'air non saturées, et puis au fur et à mesure où ça monte, eh bien, vous avez formation de nuages. Vous voyez ça comme des nuages, les gens qui habitent là, ils voient ça comme du brouillard. C'est exactement le même phénomène. La moisissure. Vous avez tous expérimenté, j'espère pas dans votre chambre, mais la moisissure sur des murs. Alors la moisissure, c'est un développement de champignons là où il y a de l'humidité régulière. Où la moisissure va-t-elle se former dans les maisons? Dans les salles de bain. Dans les salles de bain. Les salles de bain, oui. Pourquoi déjà dans les salles de bain? Parce qu'il y a de l'humidité. Mais ça ne suffit pas qu'il y ait de l'humidité. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas de lumière. Ça suffit. Oh, vraiment, ouais. Des bactéries. Les caves. Cave aussi. Il manque un élément. La température. La température. Donc si par exemple les murs sont bien isolés, mais que le mec, l'artisan, il n'a pas fait bien son boulot, il n'a pas isolé là. Là c'est plus froid. Donc l'humidité va en préférence se déposer là. L'air humide va se condenser sur la paroi froide. Et à force, il va se développer de la moisissure. Voilà. Pour les mêmes raisons que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, c'est-à-dire que là où c'est froid, ben, ça peut se condenser plus facilement que là où c'est pas froid. Donc, ça se condense pas en permanence, mais ça se condense, quand ça veut se condenser, ça se condense là. Pareil, si les fenêtres ne sont pas isolées, elles sont très froides, et le matin, dans votre chambre, ben, vous avez l'humidité qui a ruisselé sur la fenêtre. Pourquoi? Parce que la vapeur d'eau que vous avez exprimée lors de la cuisine, de la salle de bain, elle s'est condensée sur la paroi froide. Et donc, se condenser, ça veut dire devenir liquide. Voilà. Donc, où la moisissure se forme-t-elle théoriquement et pourquoi là? Eh bien, sur le mur froid, s'il y a de l'humidité. Donc, les caves sont des endroits qui sont froids, qui sont humides comme le reste, mais à partir du moment où ils sont froids, ils vont avoir un dépôt d'humidité et développement soit de bactéries, soit de salpêtre. Salpêtre dans les caves, c'est cette mousse blanche. En parenthèse, cette mousse blanche, elle était récoltée par les officiers du roi qui en faisaient de la poudre à canon. Donc la moisissure n'était pas la propriété de celui qui possédait la cave, était propriété du roi. Pareil en Angleterre, parce qu'il fallait bien de la poudre pour faire la guerre. Donc du coup, il taxait de cette façon.
l'humidité du sol. Donc, les humidimètres pour le sol sont des humidimètres TDR, c'est-à-dire que vous avez ici le capteur qui contient le matériau qui va se charger d'humidité. On le plante dans le sol, on attend une minute, et puis on lit directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette petite minute? Vous avez le sol qui est comme ceci, vous avez l'humidimètre qui est planté. Voilà. Ici, vous avez le matériau qui est dans le guide d'onde. Il va récupérer un peu d'humidité. C'est le même principe que les cheveux. Hein. Ça récupère un peu d'humidité. Et puis après, quand il sent qu'il est à l'équilibre, qu'il n'y a plus d'évolution, hop, il envoie son onde, il mesure le temps, il affiche la quantité d'eau dans le sol, ce qui permet de déclencher un arrosage s'il faut, ou de ne pas le déclencher si il n'y a pas besoin. Donc c'est une maîtrise de la sécheresse du sol. Pour les plantes, c'est essentiel. Bien, donc on va réfléchir un peu à la pression partielle. Quel exemple allons-nous prendre? Un exemple d'humidité. Si vous avez... Voilà, vous êtes à 10 degrés. Donc à 10 degrés, j'ai une pression partielle de 1000 bars. Je pense que ce sont des bars. Quel est le pourcentage d'eau? Alors attendez, ici à 1000 bars, pression partielle c'est 1000 bars. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que la pression partielle vaut 1000 bars à 10 degrés qu'est-ce que ça veut dire que la pression partielle est 1000 bars? Quel est le pourcentage de molécules d'eau dans l'air à 1000 bars? Quelle est la pression atmosphérique? Pardon, pas 1000 bars, 1000 pascal. C'est des pascal. Donc, quelle est la pression atmosphérique en pascal? Soit vous écoutez la météo parce que vous avez bien les lunettes qui présentent, soit vous savez la valeur parce que je l'ai donné en cours. 1013, c'est quoi l'unité? Ah non, 1013 hectopascal. C'est ce que dit le présentateur, que sa pression de 1013 ou de 960 hectopascal, c'est une parenthèse. Donc, on va dire 1000 hectopascal, ça fait une pression de combien de pascal? Combien? 1 pascal. 10 pascal. 100 pascal. C'est quoi hecto? C'est des vieilles unités. Hecto, c'est 100. 10 fois 100. Donc ça fait 1000 fois 100 pascal. Ça, c'est la pression atmosphérique 10 puissance 5 pascal. Si j'ai une pression partielle, il y a 1000 pascal d'eau. 10 puissance 3 pascal, pression partielle d'eau. J'ai une molécule d'eau tous les combien de molécules d'air? Toutes les 100 molécules. Bien. Je vous ai donné tout à l'heure P, V égale N, R, T. À température constante, ça c'est une constante. Pour un volume constant, la pression est proportionnelle au nombre de molécules. Ça c'est la quantité de matière en mol, c'est proportionnel. Donc, si vous avez une pression partielle pH2O est égale à 1000 pascal, sachant que la pression de l'air est égale à, on va mettre 10 puissance 3 ici, 10 puissance 5 pascal, que ces deux valeurs-là sont proportionnelles au nombre de molécules, à ce moment-là, pour une molécule d'eau, vous avez 100 molécules d'air.
c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça suffit pour saturer à 10 degrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre plus, c'est-à-dire que si vous êtes plus, ben, vous avez condensation et de l'eau liquide se forme. Ok, pour ça. Un autre exemple. La pression partielle du CO2 dans l'air. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Il valait une pression, alors c'est une petite unité encore que je vous donne là, qui est nouvelle, c'est la façon dont on mesure. 180, je vais effacer ça. 180 ppm de CO2 dans l'air en 1800, en l'année 1800, et on est à 400 ppm en 2023. Qu'est-ce que c'est que ppm? C'est partie par million. Ça veut dire que 1 ppm, c'est une molécule dans 1 million de molécules. Donc, quelle est la pression partielle de CO2 en 1800 et quelle est la pression partielle de CO2 maintenant? Je remets. P égale nRT, c'est-à-dire P proportionnel à N. Ici, c'est des nombres de molécules pour 1 million. Donc, si vous avez 400 ppm, ça veut dire que vous avez 400 molécules de CO2, ça vous fait une certaine pression partielle. Maintenant, il y a combien de molécules d'air dans l'air en ppm? En 1800, combien? C'est 0,072. C'était pas ma question. La question que je viens de poser à l'instant, c'est je voudrais ici faire la même chose pour l'air. La pression de l'air, on sait qu'elle vaut 1 bar, par exemple, voilà. Ou bien 13 hectopascales, etc. Quel est le nombre de ppm de molécules d'air dans l'air? Oui. Donc, il y a combien de millions de molécules dans 1 million de molécules? Il y a 1 million. Voilà. Donc 10 puissance 6 molécules d'air dans l'air. C'est-à-dire que la pression partielle ici, P de CO2, c'est égal à 400 millionièmes de la pression atmosphérique qui vaut 1 bar ou 13 hectopascales fois 1 bar. Et donc la pression partielle de CO2, ce gaz à effet de serre qui nous est si pénible, c'est 1, 2, 4, 10 millièmes, 4 sur 10 000 bar. Pression très faible en CO2, mais qui produit un effet de serre très déstabilisant pour le climat. Donc voilà le jeu de pression partielle. Peut-être que je fabrique des petits exercices simples et utiles sur la pression partielle. Parce que c'est une notion qui vous est un petit peu peut-être inconnue. Et ensuite, j'ai quoi d'autre?